Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 34 ans, je suis informaticienne et je vis à Lyon. Je n'ai jamais été la plus extravertie ni la plus prompte à faire des vagues, mais j'ai toujours été présente. J'étais celle qui se souvenait des anniversaires, qui réparait le Wi-Fi quand il tombait en panne, qui payait des choses sans qu'on le lui demande, parce que c'était simplement mon rôle dans cette famille, ou peut-être celui qu'on attendait de moi. Samedi dernier, c'était le 13e anniversaire de ma nièce, Manon. Ma sœur, Sophie, avait transformé le salon en un palais de fête au ton pastel. Des ballons, des cupcakes, de la musique forte et une trentaine d'invités entassés dans le moindre espace disponible. Je me tenais près de la cuisine, me sentant un peu à l'écart, mais déterminée à rester assez longtemps pour être polie. J'avais passé beaucoup de temps à choisir le cadeau de Manon, un iPhone flambant neuf. Ce n'était pas juste un téléphone. C'était quelque chose que je savais qu'elle désirait vraiment, et je voulais qu'elle se sente spéciale. Elle l'a ouvert devant tout le monde. La pièce est devenue silencieuse tandis qu'elle déchirait le papier et haletait. « C'est pas vrai », a-t-elle crié. « C'est un truc de fou. » Un instant, je me suis sentie bien, utile. Elle m'a regardée et a souri, et puis c'est arrivé. Elle a gloussé assez fort pour que tout le monde entende. Maman dit que si tu disparaissais demain, personne ne le remarquerait. C'était comme si la pièce avait inspiré sans jamais expirer. Puis les rires ont fusé. Depuis le canapé, Sophie a ricané, sans même lever les yeux de son téléphone. Ma mère, Martine, était près de la cuisinière, prétendant ne pas entendre, mais j'ai vu son léger sourire en coin. Mon père, Alain, a levé sa bouteille de bière et a marmonné, « Ben, elle n'a pas tort. » Avec un petit rire qui a brisé quelque chose en moi, j'ai regardé autour de moi. Les cousins riaient. Même l'oncle Marc, qui connaissait à peine mon nom, a reniflé dans son verre. 30 personnes, et pas un seul visage ne montrait de surprise. Juste de l'amusement, comme si ma valeur, ou mon absence de valeur, était la blague familiale que tout le monde s'était mis d'accord pour raconter. Manon était déjà en train de configurer son nouveau téléphone, celui que j'avais acheté. Ses doigts dansaient sur l'écran comme si ma présence n'avait aucune importance. Sophie a levé les yeux et a croisé mon regard une fraction de seconde. Il y avait une lueur. De la satisfaction, peut-être, comme si elle avait attendu ce moment, comme si c'était prévu. « Allez, tout le monde, on coupe le gâteau !» a lancé ma mère, balayant le moment d'une fausse gaieté. Le groupe s'est dirigé vers la table, les bougies ont été allumées, les appareils photo ont flashé, les voix se sont élevées à nouveau. Mais je n'ai pas bougé. Je suis restée immobile, les poings serrés, le cœur battant comme une sonnette d'alarme. La blessure me brûlait. Mais en dessous, quelque chose de plus froid a commencé à se former, une résolution, une prise de conscience. J'avais passé des années à être leur soutien en coulisses, le fantôme qui réparait tout. Mais les fantômes ne saignent pas. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que c'en était fini. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste le bruit des pneus sur l'asphalte et ma propre respiration, régulière mais superficielle. J'ai rejoué la scène encore et encore. Les mots de Manon, le sourire en coin de Sophie, le rire désinvolte de mon père. Ce n'était pas une simple trahison. C'était la goutte d'eau qui reposait sur une pile que je n'avais pas remarqué grandir. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité. Quand Sophie ne pouvait pas payer son loyer pendant son divorce, je l'ai couvert pendant 7 mois d'affilée. Quand l'électricité de ma mère a failli être coupée parce qu'elle avait encore oublié de payer la facture, j'ai appelé le fournisseur d'énergie et je me suis occupée de tout. Quand la camionnette de mon père est tombée en panne, je lui en ai acheté une d'occasion et j'ai rendu les mensualités gérables. Personne ne demandait comment j'allais. Ils supposaient simplement que je serais toujours là, et je l'avais été, discrètement, sans drame, sans demander de compte. Jusqu'à maintenant. De retour dans mon appartement, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Puis je me suis levée, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert tous les comptes que j'avais liés au leur. Les abonnements que je payais, les factures en prélèvement automatique. La carte de crédit commune que ma mère utilisait pour les urgences. Le lien Lydia de Sophie. Le forfait mobile de mon père.
2 clics par compte. 1 pour désactiver. 1 pour supprimer. Clic, clic. Disparu. Je n'ai pas hésité. Je ne les ai pas prévenus. J'ai juste regardé leur nom disparaître de mes applications comme des fantômes se dissolvant dans l'obscurité. Je me suis levée, je suis allée à mon placard et j'ai attrapé quelque chose tout au fond. Il y avait un vieux sac à dos noir que je n'avais pas utilisé depuis la fac. Je l'ai sorti, j'ai secoué la poussière et je l'ai posé sur la table de ma cuisine. Puis j'ai ouvert mon classeur. Relevé bancaire, confirmation de prêt, capture d'écran de transaction, email confirmant les paiements que j'avais faits en leur nom. J'ai tout étalé comme si je constituais un dossier. Parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Je ne faisais pas ça par vengeance. Du moins, pas de la manière spectaculaire et rancunière que les gens imaginent. Je n'étais pas intéressée par la confrontation ou les excuses. J'avais juste besoin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils tiennent entre leurs mains la preuve de ce que j'avais porté pour eux pendant tout ce temps. J'ai rangé les documents dans le sac à dos, les fermé et les posé près de ma porte. Je n'étais pas encore sûre de ce que j'allais en faire, mais je savais que je ne serais plus leur filet de sécurité invisible. Pas après ce soir. Pas après ces mots. Si tu disparaissais demain, personne ne le remarquerait. Voyons comment ils remarqueront quand les lumières s'éteindront, quand le loyer sera en retard, quand la carte sera refusée. Voyons qui disparaît vraiment. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, je suis retournée en voiture chez mes parents. Le quartier était encore endormi, les lampadaires projetant des halos de lumière douce sur les pelouses silencieuses. Je me suis garée à quelques maisons de là et j'ai parcouru le reste de la distance à pied, le sac à dos noir sur l'épaule, mon souffle formant un nuage dans l'air frais, mais mon esprit était clair. J'ai monté les marches du perron, ouvert doucement la porte d'entrée et placé le sac à dos au pied des escaliers, à l'intérieur. Je n'ai pas sonné. Je n'ai pas frappé. Je l'ai juste laissé là, comme un dernier cadeau. Une offrande funéraire pour la version de moi qu'ils avaient toujours connue. Puis je suis partie. Personne ne m'a vu partir. Personne n'a appelé. Et ça, pensais-je, ça voulait tout dire. Quand je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte, éteint mon téléphone et dormi pendant 12 heures d'affilée. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de n'avoir de compte à rendre à personne. Mais le silence ne dure pas longtemps dans les familles comme la mienne. Les coups ont commencé le lendemain. Je me suis réveillée au son de poings martelant la porte de mon appartement, du genre à faire trembler les murs et cliqueter les cadres. J'ai regardé par le Judas. Mon père. Ouvre, a-t-il crié, la voix rauque et en colère. Tu crois que tu peux faire ça comme ça? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je suis restée là, calme, silencieuse. Tu te crois meilleur que nous? Sa voix s'est brisée, non seulement de rage, mais d'autre chose. De panique. Finalement, les coups ont cessé. J'ai écouté les palourdes s'éloigner et le claquement étouffé d'une portière de voiture. J'ai expiré lentement, mais ce n'était pas fini. Loin de là. 20 minutes plus tard, mon téléphone a repris vie. Des dizaines d'appels manqués, de SMS, de messages vocaux. Le premier message venait de ma mère. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, Sophie a appelé 6 fois de suite. Puis son SMS est arrivé. Tu crois qu'on ne peut pas vivre sans toi? Très bien. On verra combien de temps tu tiens sans famille. Je l'ai lu et j'ai souri. Était-ce censé être une menace ou une promesse? Ce soir-là, j'ai allumé une bougie, préparé un thé et me suis assise près de ma fenêtre avec un livre. Pour une fois, aucune culpabilité ne rongeait ma tranquillité. J'étais devenue invisible pour eux à l'instant où j'avais cessé d'être utile. Maintenant, je choisissais de disparaître, mais selon mes propres termes. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Puis le message vocal est arrivé. Salut, c'est papa. Parlons, c'est tout. Pas de cris, pas de drame, juste toi et moi. Il y a un match ce week-end. Tu sais, notre équipe joue. Viens me retrouver. On va arranger ça.
J'ai fixé le message pendant un long moment. C'était un piège. Je le sentais au plus profond de moi. Mais une partie de moi voulait y aller, pas pour clore le chapitre, pas pour la paix, mais parce que j'avais besoin de lui faire face. Vraiment lui faire face. J'ai dit oui. Le stade était bondé ce samedi-là. Des maillots rouges et blancs partout. L'air était saturé d'odeurs de friture et de chants en écho. Je l'ai trouvé facilement. Section 12, rangée F, comme il l'avait dit. Mais les sièges autour de lui étaient vides. Il m'a repéré tout de suite et m'a fait signe de venir. Une main levée nonchalamment, l'autre agrippant le sac à dos noir. Le mien. J'ai descendu les marches lentement, délibérément. Il avait l'air impatient. Trop impatient. Comme un homme qui pense avoir un moyen de pression. Surpris que je t'ai appelé ? A-t-il crié par-dessus le bruit, en tapotant le siège à côté de lui. On a enfin décidé de parler comme des adultes, hein ? Je me suis assise mais n'ai pas répondu. Il s'est penché, baissant la voix. Tu te croyais maligne, Amélie, de disparaître comme ça. Mais tu as laissé ça derrière toi. Il a tapoté le sac à dos comme si c'était une bombe. Et devine quoi ? On sait tout. Savoir quoi, exactement, ai-je demandé, le regard fixe et sans ciller. Tu as caché de l'argent. Menti. Tu as toujours fait semblant d'être la fille parfaite, mais tu es tout aussi manipulatrice que nous. J'ai failli rire. Ouvre-le, ai-je dit, en désignant le sac. Voyons ce que tu penses savoir. Il s'est figé. Ses doigts ont tressailli. Ne joue pas à ça. On n'a pas besoin de l'ouvrir. On sait déjà ce qu'il y a dedans. La preuve que tu n'es pas celle que tu prétends être. Non, ai-je dit. Ce qu'il y a dedans, c'est la preuve que j'ai porté cette famille pendant que vous riez dans mon dos. La foule a rugi alors que quelqu'un marquait un but. Mais autour de nous, le monde est devenu silencieux. Vas-y, ai-je dit plus fort. Maintenant, dis à tout le monde ici comment j'ai payé le loyer de Sophie pendant 2 ans. Comment j'ai empêché qu'on saisisse ta camionnette. Comment j'ai acheté ce téléphone à ta petite fille quelques minutes avant qu'elle dise que je ne comptais pas, tais-toi, a-t-il sifflé, le visage s'assombrissant. Je suis resté calme, imperturbable, et j'ai ouvert la fermeture éclair du sac à dos. J'ai sorti une épaisse liasse de papier et je l'ai brandie. Ceci, ai-je dit clairement, représente chaque facture que j'ai payée, chaque sacrifice. Chaque fois que vous m'avez utilisé en prétendant que je n'existais pas, les gens autour de nous ont commencé à remarquer. Quelques téléphones se sont levés. Il s'est affaissé sur son siège. Vous m'avez trahi, ai-je dit. Vous m'avez transformé en un distributeur de billets ambulants. Et puis vous avez ri quand ils ont dit que je n'étais rien. Arrête, a-t-il murmuré, les yeux vitreux. Non, tu voulais une scène, papa. Tu l'as eue. J'ai laissé tomber les papiers dans les escaliers. Ils se sont éparpillés comme des feuilles mortes, flottant sous le regard silencieux des gens. Je me suis retourné pour partir. Tu ne peux pas t'en aller comme ça, a-t-il crié derrière moi. Tu vas le regretter. Mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas bronché. Pour la première fois, sa voix ne signifiait rien. J'ai remonté les marches et je ne me suis jamais retourné. Le jour après le stade, mon téléphone s'est allumé comme un flipper. Des dizaines d'appels manqués, de messages vocaux, de SMS, certains furieux, d'autres désespérés. Tous de voix familières. Je ne me sentais plus obligé de répondre. Les messages de mon père sont arrivés en premier. Le ton avait changé. Plus de cris. Maintenant, c'était des supplications. Réglons ça. J'oublierai tout ce qui a été dit. Viens juste à la maison. Sois raisonnable. Je n'ai pas répondu. Puis ce fut au tour de ma mère. Ces textes dégoulinaient de culpabilité. Nous sommes tes parents. On ne le pensait pas. Tu nous brises le cœur. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je les ai supprimés sans les lire. Sophie a suivi. Au début, c'était du venin pur. Espèce de lâche égoïste. Tu as tout gâché. Puis, 5 heures plus tard. S'il te plaît, parle-moi.
J'avais juste peur. Ne me laisse pas comme ça. Mais j'étais déjà partie. Pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, complètement. Et puis ils ont commencé à se montrer. D'abord Sophie, à mon bureau. Elle se tenait devant les portes vitrées du hall d'accueil, le visage pâle et bouffi, faisant de grands signes frénétiques à la réceptionniste. Mon patron a jeté un œil hors de son bureau, confus. Je suis restée assise. Je n'ai même pas levé les yeux. Mademoiselle Dubois, a dit doucement la réceptionniste. Il y a une femme qui vous demande. Elle dit qu'elle est de votre famille. Elle ne l'est pas, ai-je répondu, les yeux toujours fixés sur mon écran. La sécurité est venue et l'a raccompagnée dehors. Je l'ai observée à travers les stores, petite, furieuse, perdue. Ce soir-là, mon propriétaire a frappé à la porte de mon appartement. Désolé de vous déranger, dit-il maladroitement, mais il y a une sorte de situation en bas. Votre famille est dehors et fait une scène. J'ai soupiré. Dites-leur de partir ou j'appelle la police. Il a hésité. Mais c'est votre famille. Non, ai-je dit. Ce ne sont pas ma famille. Il a cligné des yeux, puis a hoché lentement la tête. D'accord. J'ai regardé depuis la fenêtre de mon étage ma mère debout sur le trottoir, sanglotant. Mon père faisant les 100 pas, en colère. Sophie assise sur le trottoir, les bras croisés comme une adolescente punie pour être rentrée tard. Ils sont restés près d'une heure avant que la sécurité ne les escorte hors de la propriété. Je les connaissais trop bien. Ce sac à dos noir, ils avaient dû l'ouvrir. Ils avaient dû lire chaque mot, voir chaque reçu, chaque virement, chaque acte de soutien financier que je leur avais apporté. Mais au lieu de prendre leurs responsabilités, ils ont choisi le chaos, la comédie, le déni. C'était leur façon de faire. Ça l'avait toujours été. Mais pas la mienne. Plus maintenant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas riposté. J'ai disparu. Et dans le vide que j'ai laissé derrière moi, la vérité résonnait enfin. Cela fait 3 mois que j'ai quitté leur vie. Pendant ce temps, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Le silence peut être un sanctuaire. Pas un vide creux, mais un espace où je pouvais enfin m'entendre penser, ressentir, guérir. Je pensais que la famille signifiait l'obligation. Que l'amour signifiait le sacrifice. Qu'être la bonne fille signifiait être présente même quand personne ne demandait si je tenais le coup. Mais la vérité, c'est que je ne tenais pas le coup. Je m'effondrais en silence, poliment, invisiblement. Et je suis restée dans cet état de souffrance silencieuse parce que j'avais peur. Peur d'être seule. Peur de ce que les gens penseraient si je prenais mes distances. Peur que si j'arrêtais de donner, je n'aurais plus aucune valeur. Il s'avère que j'avais tort. Depuis, j'ai commencé une thérapie. Une fois par semaine, je m'assois en face d'une femme qui ne me laisse pas esquiver avec du sarcasme ou balayer ma douleur d'un « ça va ». Nous parlons de la charge mentale, des limites, de la façon dont les femmes comme moi sont souvent conditionnées à s'effacer pour le confort des autres. J'ai aussi fait un voyage, seul, avec une voiture de location et la côte bretonne. J'ai séjourné dans une petite maison tranquille près de la mer. Pas d'internet, pas de téléphone, juste le bruit des vagues et la liberté de respirer sans m'excuser. Et j'ai adopté un chien. Il s'appelle Marley. C'est un croisé-berger, un peu mystérieux, et 100% amour. Il se fiche de mon CV ou de mon histoire familiale. Il veut juste s'asseoir à mes côtés et savoir qu'il est en sécurité. Un peu comme moi, d'une certaine manière. Est-ce qu'il me manque? Parfois, mais pas comme je m'y attendais. Le bruit et la culpabilité ne me manquent pas. Ça ne me manque pas d'être celle qui tenait tout ensemble pendant qu'il me démolissait. Ce qui me manque, c'est la version de moi qui croyait que l'amour devait faire mal, que l'attention devait s'accompagner de sacrifices, que la famille signifiait l'endurance. Mais cette version de moi est partie. Elle est partie avec le sac à dos. Ce qui reste est quelqu'un de plus calme, oui, mais aussi de plus fort, de plus serein, et d'entièrement soi-même sans excuse. J'ai commencé à dire non plus souvent. J'ai commencé à rire plus fort. J'ai commencé à ne répondre aux appels que lorsque j'en ai envie,
pas par obligation. Et surtout, j'ai recommencé à écrire, pas pour eux, même pas pour tourner la page, juste pour moi. Parce que mon histoire mérite d'être entendue, même si les gens qui m'ont blessé ne l'écouteront jamais vraiment. Parfois, la vengeance la plus profonde n'est pas bruyante. Elle n'est pas cruelle. Elle n'est pas spectaculaire. Parfois, c'est de s'en aller et de ne jamais se retourner. Si vous regardez encore, peut-être que vous avez vécu ça aussi. Peut-être que vous étiez la personne discrète, celle qui arrangeait tout, qui payait les factures, apaisait les tensions et ravalait ses propres besoins juste pour maintenir la paix. Peut-être qu'on vous a dit, comme à moi, que si vous disparaissiez demain, personne ne le remarquerait. Mais je vous vois. Et je veux que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas égoïste de prendre vos distances. Vous n'êtes pas cruel de refuser d'être utilisé. Choisir de penser à soi n'est pas une trahison. C'est de la survie. S'éloigner des gens qui ne vous aimaient que lorsque vous étiez utile n'est pas une vengeance. C'est le respect de soi. Et c'est de ça que parle vraiment cette histoire. Pas de règlement de compte, pas de drame, mais de l'acte silencieux et puissant de se réapproprier sa propre valeur. Alors, si vous écoutez et que vous ressentez cette douleur dans votre poitrine, cette envie d'être tout pour tout le monde sauf pour vous-même, faites une pause. Demandez-vous ce que vous donnez et ce qu'ils vous rendent en retour. Et si cette histoire vous a parlé, partagez-la. Laissez un commentaire. Faites savoir à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas seul. Parce que parfois, entendre un « moi aussi » est ce qui nous donne la force de tourner les talons, et de ne jamais se retourner. Merci d'avoir été là.